Donc, nous, les humains, on a une vision périphérique à 90 degrés, best 120 degrés. Mhm. Alors maintenant, si on est capable maintenant d'avoir l'automate, de créer 360 degrés de vision périphérique en 3 dimensions, tu peux t'imaginer qu'il n'y a plus d'angle mort. Mhm. Le véhicule a une vision périphérique tout le temps et tout le temps au courant, non-stop de ce qui se passe dans son environnement. Alors, ça rend le véhicule pas mal plus sécuritaire et on peut éliminer les collisions de base qui affectent évidemment la route aujourd'hui. D'accord. Est-ce que ça a vocation à être utilisé par que des véhicules, des automobiles? Est-ce que c'est une technologie qui s'implémente, je sais pas, peut-être dans des avions? Non, quoique. Alors, oui, dans les avions, il n'y a pas vraiment un gros marché, mais on parle maintenant, tu sais, les systèmes de véhicules personnels, le camionnage, mais aussi les véhicules hors route. Donc, on parle d'agriculture, minier, construction, euh, a- euh, 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 tu sais, euh, tous ces véhicules de camions commerciaux Mhm. et camions Mhm. lourds. Donc, tout ça, ce sont tous des domaines d'application qui peuvent bénéficier de notre technologie. Donc, c'est un marché énorme. Tu as parlé de voitures autonomes. C'est vrai que bon, je sais que dans certaines villes, il y a des tests, même à San Francisco, mais aujourd'hui, c'est pas encore fonctionnel. Du moins, c'est pas encore ouvert au grand public, j'imagine. Éventuellement, ce sera le cas, mais aujourd'hui, la priorité, c'est pas la conduite autonome, c'est vraiment l'aide à la conduite. Donc, avoir des fonctions qui sont effectuées par l'automate, ou est-ce que l'automate est meilleur que le conducteur à faire? Donc, détecter les obstacles dans l'angle mort, l'humain n'a pas de yeux derrière la Mhm. tête. Il est obligé de regarder devant tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en périphérie ou sur les côtés? Ben, la machine peut déterminer et vous aviser que c'est pas le bon moment pour tourner à droite ou c'est pas le bon moment pour tourner à gauche. Ben, l'humain n'est pas capable de voir à travers les objets. Donc, par exemple, s'il y a un immeuble et qu'il y a un enfant qui traverse de l'autre côté de l'immeuble, la rue, tu ne le vois pas tant longtemps qu'il ne se pointe Mhm. pas. Donc, euh, le véhicule peut ralentir pour toi parce que dans la périphérie, il voit que derrière l'immeuble, il y a un enfant qui risque de traverser. Donc ça, c'est cette vision-là que l'humain n'a pas, que la machine peut avoir parce que l'environnement est recréé en 3 dimensions et prend en considération les objets obstrués ou les objets qui sont, qui sont dans le fond, dans notre blind spot ou dans notre angle mort. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes déjà implémenté dans, je sais pas si tu peux en parler, peut-être des clients, des marques Euh, existantes. non, pas encore. On travaille avec des clients actuellement. Donc, ces clients-là vont intégrer notre logiciel d'ici 2027-28. Mhm. Ça, c'est public? Non. Donc, Les noms des marques. non, Ok. non, c'est pas encore public, mais on travaille avec plus d'une trentaine de clients. Mhm. On a annoncé ça publiquement qu'on travaille avec une trentaine de clients et éventuellement, on devrait être en mesure d'en annoncer quelques-unes publiquement, mais pour le moment, on garde ça en silence. Il y a des brevets, forcément. Oui, oui, on a plus de 160 là. Ouais, quand même. Ouais. Mais là, il y a des trucs qui existaient déjà avant que tu rentres dans le capital, quoi. Qu'est-ce Des que tu veux brevets. Je dire? veux dire, il y a des trucs qui ont été développés avant par les chercheurs qui ont été brevetés Ah oui, oui. que t'as repris, Qui quoi. sont intégrés dans notre pays intellectuel, ouais. Ok. Waouh, c'est impressionnant. Et comment ça se passe avec un produit euh, aussi intéressant que les Datatech, mais qui n'est pas encore complètement sur le marché? Comment est-ce que ça se passe avec des potentiels clients? Est-ce qu'ils financent en fait le développement ou alors
il y a comme une promesse. Je fais un peu le parallèle avec ce qu'on parlait en début d'entrevue. Là, tu as des potentiels clients qui sont intéressés par ta solution et qui sont prêts à l'implémenter. Est-ce qu'ils payent avant? Est-ce qu'ils payent au moins en acompte? Comment est-ce que tu réussis à soutenir justement ton fonds de roulement? Ben, en fait, nous, on lève, on est comme une biotech, on lève pour le prochain milestone. Mhm, Donc, on se finance avec de l'équité et essentiellement, c'est principalement notre modèle. C'est qu'on a dit qu'on allait avoir du capital jusqu'à la fin de l'année mhm. et qu'on va devoir lever de l'argent pour notre prochain milestone. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Alors, on pense qu'on est bien positionné pour notre prochain financement parce qu'on a généré des milestones qu'on voulait générer. On ne veut pas lever trop de capital parce qu'avoir trop de capital, ça vient avec son lot d'enjeux aussi. Donc, essentiellement, on veut lever basé sur les milestones et éventuellement ne pas trop lever, lever exactement ce qu'on a besoin pour arriver au moment opportun que l'on puisse générer du cash flow. Nice. C'est vrai que là, on est à la bourre au niveau du temps. J'ai des questions, j'ai encore plein de questions à te poser. Bon, je pense qu'on aura une occasion d'en reparler lorsqu'on va faire un follow-up plus tard. Et je te prends juste quelques minutes encore pour les questions de fin là. Tu m'as dit que tu étais au Cameroun déjà? Oui, oui, en fait, j'étais au Cameroun en 2014 lors de il y avait un sommet sur le numérique Mhm, organisé à Yaoundé par le gouvernement, mais aussi organisé par Afrique Expansion et, la, la sénatrice maintenant, Amina Gerba. mhm. Donc, j'étais un conférencier d'honneur, mais aussi un mentor invité. Et ouais, j'ai adoré de voir la jeunesse, la vivacité, l'intelligence, le désir des gens du Cameroun. J'ai vraiment adoré. J'ai hâte de retourner. Je n'ai pas eu la chance de retourner, mais j'ai bien hâte d'y retourner. Nice. Tu nous parles Et rapidement. c'était Ouais, vas-y, aussi je t'ai coupé. ma, ma première visite sur le continent Africain. africain. Ouais. C'était vraiment quelque chose pour moi. Pendant le C'était la défilé en première fois. plus, vu que c'était la période de... Ouais, ouais, exact, durant le défilé, c'était la première fois que je pouvais voir un pays où est-ce que les gens, tout le monde me ressemble et que c'est les Tout le gens monde qui te me ressemblent ressemble, qui c'est sont au bizarre. pouvoir. Non, moi, j'ai adoré ça. Super. Tu nous briefes rapidement en quelques secondes sur le groupe 3737. C'est quand même, je sais que c'est un projet qui te porte à cœur. Oui, ben en fait, le groupe 3737, c'est le plus grand incubateur accélérateur au Canada. Et ça a été fondé par mon épouse et moi Mhm, en mars 2012. L'idée, c'était d'utiliser les technologies et l'innovation comme outil de création d'emplois pour accompagner des entrepreneurs et soit des startups ou des entreprises existantes, mhm, mais aussi des entrepreneurs à caractère, des entrepreneurs à profit, mais aussi des entrepreneurs sociaux mieux les accompagner afin de développer leur entreprise ou leur OBNL. Et finalement, ça a été un très grand succès. Donc, on accompagne des milliers et des milliers d'entrepreneurs à chaque année. Donc, on a, c'est un projet qui a généré beaucoup de valeur parce que c'est à peu près 20 millions d'investissements qui a généré plus de 1,8 milliard de retombées économiques. Donc, hein, on est très fiers de ça et ça continue à se développer à travers le Canada. On est à 12 endroits à travers le Canada et notre modèle, on évalue avec plusieurs partenaires. Donc, euh, on a fait plusieurs missions commerciales en Afrique, mhm. au Sénégal, euh, euh, et là, on planifie une prochaine mission à Abidjan, en Côte d'Ivoire, début novembre. Super. Est-ce que tu aurais un bouquin à recommander? Si tu as un bouquin à offrir comme ça à tout le monde, ce serait quoi? Ben, en fait, j'en ai plusieurs, mais celui qui me vient par la tête, c'est Good to Great de Jim Collins.
En fait, c'est un livre qui parle de comment monter des entreprises de grande envergure, comment avoir le leadership nécessaire pour passer de euh, correct à great. Nice, trop stylé, on va mettre ça en description. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Ben, en fait, je dirais, c'est de voir grand. Combiné avec l'idée de se mettre dans un environnement ou dans un contexte où est-ce que nos chances de réussite sont plus grandes parce qu'on côtoie des experts à tous les jours, où on se mesure à des experts à tous les jours, c'est d'avoir l'audace, d'avoir l'ambition de voir grand, de vouloir aller à l'international et se mettre confortable à être inconfortable. Super. On te contacte où? LinkedIn, Instagram? Oui, LinkedIn, c'est plus facile, donc Franz Saint-Elémy sur LinkedIn, Super, facilement trouvable. super, Franz. Franz, la dernière question. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui est résilient, qui est un problem solver, qui trouve des solutions, mais qui aussi n'a pas peur de demander, n'a pas peur de trouver tous les moyens ou d'aller chercher les moyens nécessaires pour réussir. Je te remercie pour ton temps, Franz. Merci pour l'inspiration. Merci pour tout ce que tu fais. On a hâte de suivre la suite de l'EDA Tech ainsi que tous les projets connexes que tu fais. Et j'ai hâte qu'on se reparle très bientôt pour faire un follow-up lorsque tu auras passé le cap des 10 milliards. Super. À Et bientôt. merci beaucoup, Guy. Super. À bientôt.